Bonsoir Jean-Louis Thiriot, merci d'être avec nous dans ce studio. Député LR de Seine-et-Marne, membre de la commission de défense et ancien ministre délégué auprès du ministre des Armées et des anciens combattants. Merci d'être dans ce studio. Bonsoir. Alors, évidemment, on a besoin de votre expertise. Première chose, je voudrais qu'on revienne sur les mots de Donald Trump ce soir, nouvelle conférence de presse. En substance, on a échangé pendant la pause ensemble. C'est vrai qu'il n'apporte pas d'éléments nouveaux, il n'y a pas de revirement, mais enfin quand même quand le président américain nous explique que c'est plus facile de négocier avec la Russie plutôt qu'avec l'Ukraine, ça sent quand même pas bon ça. Pour l'Ukraine, très clairement, ça ne sent pas bon. Il a la volonté... Donc pour nous, par extension, non ? Pour l'Ukraine, d'abord, c'est quand même eux qui sont sous les bombes. Pour nous ensuite, parce qu'aujourd'hui l'Ukraine est la première ligne de front face à la puissance impériale russe, qui, je le rappelle, je ne cesserai jamais de le rappeler, est l'agresseur et l'Ukraine est l'agressée. Donc évidemment, c'est pas une bonne nouvelle. Ce qui est encore beaucoup plus grave que ça, c'est les annonces qu'il a faites également aujourd'hui, disant que les garanties de l'OTAN ne s'appliqueraient pas forcément. Donc c'est pour ça que nous sommes vraiment à un moment historique. Je crois qu'on galvaude le nom, mais là c'est le cas. Nous sommes à un moment historique où l'Europe doit prendre en main ses responsabilités, les vieilles nations, parce qu'à la fin, ça n'est toujours que pour son drapeau qu'on meurt, et la première bataille, c'est organiser des forces européennes, être capable de remplacer une partie des structures de l'OTAN par des officiers européens, et ça veut dire surtout une bataille industrielle, qui veut dire concevoir européen, produire européen, acheter européen. Mais Jean-Louis Thiriot, le problème c'est que ça prend beaucoup de temps. Ça prend énormément de temps de construire effectivement ce Ça prend du temps et ça coûte cher. Concernant le temps, d'abord, on n'est pas nu. Enfin, il faut quand même pas oublier que l'ensemble des armées européennes, ça représente 1 million d'hommes. L'élément majeur, c'est que les Russes, ils vont pas demain débouler avec des chars sur le Rhin ou la Vistule. Arrêtons de paniquer les gens. En revanche, il y a d'ores et déjà une guerre cyber, une guerre informationnelle qui arrive. Vous pouvez avoir toute une série de menaces hybrides dans le spatial, dans les hautes technologies, des minages de ports, des attaques contre les câbles sous-marins pour lesquels on va être prêt. En clair, je crois qu'on a un peu de temps pour faire face à un éventuel risque conventionnel et c'est notre force qui l'empêchera. À court terme, il faut remonter en puissance très fort et très vite, mais n'affolons pas les gens. On n'aura pas des parachutistes russes dans les rues de Paris, tout simplement parce que l'armée russe a été usée par son combat contre l'Ukraine. C'est quand même aussi un échec russe. Ils avaient promis d'envahir l'Ukraine en 3 semaines, 3 ans après, ils y sont toujours. Par contre, et c'est là où il faut être très vigilant, et ce qui va être difficile, c'est de garder l'effort dans la durée. Je pense qu'on aura un conflit gelé à un moment ou un autre. La machine industrielle russe, le lobby militaro-industriel russe, tourne à plein régime. Et quand vous avez une économie de guerre, parce que eux sont vraiment dans l'économie de guerre, à un moment quand Emmanuel Macron l'a évoqué, l'économie de guerre, Jean-Louis Thiriot. Oui, ça fait peur, pardon, mais ça fait peur quand on écoute ça. Le mot guerre, on l'emploie facilement ces temps-ci dans le pays. On était aussi en guerre contre un virus. Non, je crois que la guerre, c'est autre chose. On doit être dans une économie de sauvegarde de la paix. Une économie de sauvegarde de la paix, c'est une économie qui est capable de produire. Une vraie économie de guerre, on serait à 10-15% du produit intérieur brut, voire plus, consacré à la défense. Et on transformerait des usines civiles en usines militaires. Et ça n'arrivera pas, ça ? Ça arrivera si on était en guerre, mais on en est loin. Mais si vous voulez, aujourd'hui, l'effort, c'est qu'il faut qu'on soit capable de revenir durablement à l'effort que nous faisions pendant la guerre froide, c'est-à-dire pendant les 30 Glorieuses, ce qui veut dire que l'effort de défense n'a pas paralysé l'économie et l'a même boosté, c'est-à-dire aujourd'hui, on est à 2% du produit intérieur brut globalement consacré à la défense, faudrait arriver entre 3,5 et 4, c'est ce qu'on a fait pendant toutes les années 60, pendant toutes les années 70, et c'est là où on avait le meilleur taux de croissance. Oui. Pas de panique. On sait faire, les Rafales sont parmi les meilleurs du monde, on en produisait 9 par an, aujourd'hui on arrive à en produire 25 et on pourrait en produire 20 de plus. On a multiplié par 3 notre production d'artillerie. Enfin, arrêtons d'avoir peur, nos faiblesses, c'est ce qui fait la force des autres. Si demain, la France et l'Europe et pas forcément avec des machins bruxellois qui dirigent tout ça, font ça en intergouvernemental, surtout les volontaires, il n'y a pas besoin que les 27 y soient, eh bien je peux vous dire qu'en quelques années,
on est capable de faire face à une menace conventionnelle massive. Oui, mais vous parlez d'années, c'est ça, Jean-Louis Thiriot. Tout ça va prendre du temps. Et dans quel état elle est, notre armée française, aujourd'hui? Parce qu'on a une armée très pointue, une armée de grands pros qui est reconnue à travers le monde, mais on a une toute petite armée. La question, c'est comment on évalue la menace et qu'est-ce qu'on lui demande de faire. D'abord, ce qui est le cœur du cœur, la protection de nos intérêts vitaux, la dissuasion. On est au top, ça marche, il n'y a aucun sujet là-dessus. En ce qui concerne nos forces conventionnelles, on a une armée qui sort des dividendes de la paix pendant 30 ans, qui est capable d'accomplir des missions, mais des missions limitées. C'est-à-dire que dans le cadre des plans de l'OTAN, il y a 7 corps d'armée à supposer qu'on soit engagé en conventionnel, eh bien on est capable d'en encadrer un et de mettre une des 2 divisions au-dessus. Évidemment, il faut aller plus loin. Il faut renforcer nos armées de terre avec de la frappe dans la profondeur. Il faut avoir des bateaux en plus, parce que la pire erreur serait d'être focalisé exclusivement sur le problème de Russie et d'oublier la menace à 360 degrés. Demain, si on a en Libye des missiles balistiques qui sont tirés par des amis de l'Iran ou des gens qui ne nous veulent pas du bien, qui minent le port de Marseille et du Havre, il nous faut une marine, il nous faut donc plus de frégates, il nous faut plus d'avions, je pense qu'il faut 30 ou 40 Rafales de plus, mais tout ça, c'est accessible. Mais à la fois, je dis, n'affolons pas les gens, en revanche, assumons entre le chaos et nous, il n'y a que la force de nos volontés, et la force de nos volontés, ça veut dire plus d'argent dans la défense, donc ça veut dire réfléchir à l'ensemble de notre modèle, mais ça c'est un sujet qui dépasse largement le champ de vos questions. Jean-Louis Thiriot, restez avec nous, on va revenir dans un tout petit instant. Moi j'avais une question quand même, et je pense que les Français se la posent. Il y a près de 6 000 milliards d'euros qui sont épargnés par les Français. Est-ce que, ne répondez pas à la question, vous allez y répondre dans un instant, est-ce qu'il serait possible qu'on mobilise l'épargne des Français? C'est la question qu'on va se poser dans un instant. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal Delator du Pin. Nous sommes toujours avec Jean-Louis Thiriot, député LR de Seine-et-Marne, membre de la commission de défense et ancien ministre délégué auprès du ministre des Armées et des anciens combattants. Monsieur Thiriot, question que Jules Torres se pose et Paul Melun également présent dans ce studio. Ah oui. Eh ben oui. Nous avons la meilleure porte-parole ce soir. Voilà. Allez-y Pascal. C'est vrai que les Français, les Français sont coutumiers de l'épargne. Il y a près de 6 000 milliards d'euros épargnés. La question est la suivante. Est-ce que cet argent pourrait servir pour être mobilisé en cas de nécessité? Tout dépend ce que vous appelez mobiliser. Il est hors de question, et personne n'y réfléchit, qu'on ait une saisie de l'épargne des Français pour financer des forts de guerre, qu'on réquisitionne l'épargne des Français. Ça n'est absolument envisagé par personne. En revanche, l'objectif, et j'y travaille, j'avais fait des propositions de loi sur le sujet, c'est que pour les Français qui ont envie de s'engager pour leur pays, qui ont envie de s'engager pour la sécurité de leur pays, puissent mettre leur épargne au service des entreprises de défense, mais c'est un prêt rémunéré à intérêt, parce que aujourd'hui, nos entreprises de défense ont des difficultés à se financer, non pas pour des raisons économiques, mais parce que un certain nombre de labels de développement durable, de soutenabilité économique, d'éléments écologiques, vous ajoutez le risque réputationnel. En clair, fabriquer des armes, c'est pas bien. Le résultat, c'est qu'on a du mal à avoir de l'argent pour ces entreprises. L'idée, c'est de créer un support qui peut être un livret, qui peut être autre chose, qui permette aux Français qui ont envie de soutenir leur industrie de défense, d'investir leur épargne dedans. On n'ira pas plus loin, on n'ira pas autrement, mais ça peut permettre de participer à la fois à la sécurité et au redressement de notre industrie. Je veux finir par ça. L'industrie de défense en France, c'est 4000 entreprises, avec les grands, mais beaucoup de PME, 200 000 emplois, et c'est l'un des domaines où l'industrie française est encore un fleuron. Donc, franchement, offrir ça aux Français, c'est une très bonne chose, c'est à la fois patriotique, économique et financièrement rentable. Et en plus, ça sert le pays dans le long terme. Mais Jean-Louis Thiriot, à quelle échéance ce livret? Est-ce qu'il va voir le jour? Il peut voir le jour extrêmement rapidement. Nous, on avait fait voter l'existence du fléchage du livret A, d'une partie du livret A, sans toucher à l'immobilier, qu'on avait fait voter dans la LPM. C'était une de mes propositions de loi qui avait été votée. Il y aura un plafond à combien? Pardon? Le livret A, ce livret dont vous parlez pour financer leur armement. À ce stade, c'est pas plafonné. La seule chose qu'on sait, c'est que le livret A, 60% de l'épargne est réglementée, envoyée vers le logement social, 40% est disponible
disponible. Donc c'est pas forcément cette solution-là, ça sera peut-être un livret dédié. Mais l'idée, c'est que les gens puissent mettre leur argent dedans. On peut le faire en 3 mois. Les propositions de loi sont là. Il y a les propositions de loi Thierriot, il y a les propositions de loi Plassard, il y a des propositions de loi du Sénat qui sont prêtes. Donc honnêtement, dès qu'on a trouvé le format qui paraît le plus intéressant et aux armées et à Bercy, on est prêt à partir. On peut avoir en juin un livret d'épargne défense. D'accord, c'est intéressant. Jules Torres, vous investiriez non, dans le livret je ne sais pas. Vos économies. Vous savez, j'ai très peu d'épargne déjà. Oui, déjà, je tiens quand même à le rappeler que le livret A des Français, le taux a été baissé dernièrement de 3 à 2,4. Il est passé de 3 à 2,4%. Oui, c'est ça, j'étais un peu comme de 3. Non, il est passé de 3 à 2,4, pardon. Non, moi j'avais une autre question au-delà de cet aspect de l'épargne. Il y a quelque chose qui inquiète ou interroge les Français, c'est la question des troupes. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des militaires à envoyer sur le front, en première ligne? Est-ce qu'on a assez de forces volontaires en France qui pourraient potentiellement, dans un conflit conventionnel, et non pas dans une guerre hybride, aller sur le terrain et affronter des troupes russes? Je vais vous retourner ce que je disais tout à l'heure. La question, c'est pour faire quoi? Si vous attendez de la France, pays de 60 millions d'habitants, qu'on fasse seul face à la Russie, la réponse est non. Mais on a la dissuasion et on n'est pas là pour seul battre une armée conventionnelle russe. Si vous me demandez, est-ce qu'on est capable de respecter pendant un certain temps les plans de l'OTAN? Oui. Et est-ce qu'on est capable en Ukraine de participer à une force de maintien de la paix? Oui. Est-ce qu'on a vocation à être en première ligne comme force combattante? Non. Bon, voilà, au moins c'est clair. Non, mais c'est très clair. C'est ce qu'a dit le président. Et vous croyez qu'elle va s'arrêter après la paix? Écoutez, Donald Trump s'y est engagé. On en reparlera. Merci infiniment Jean-Louis Thierriot d'être venu sur le plateau d'Europe 1 ce soir. Il est 19h36. Merci à vous. Je voudrais qu'on revienne ensemble. Jules Torres et Paul